Je reprends cette histoire de conditions. J'ai appuyé par mégarde sur la touche d'arrêt de la webcam et ainsi j'ai perdu la suite de ce que je disais. Je vais essayer donc de rattraper le coup. Ça ne va pas être évident parce qu'une parole qui a été dite, et elle a été dite, et puis si elle n'a pas été enregistrée, elle est perdue. Dans dans cette, dans ce projet de prise de parole, il y a un souci de laisser une trace, puisque souvent nous sommes euh, dans des situations où nous produisons de la parole, et cette parole est perdue parce elle ne joue pas le rôle qu'elle est censée jouer, celle de, de parler pour nous, euh, de nous aider à mieux nous rapprocher de l'autre et à mieux nous faire comprendre de lui. Et souvent, on a l'impression que l'autre n'est pas assez à l'écoute, n'est pas à la hauteur, et non pas qu'il nous fasse perdre notre temps, mais que il nous, il ne tient aucun compte de nous. Et en fait, souvent, quand on a un échange, on a l'impression que c'est un échange un échange unilatéral. Et ce côté qu'il n'y a pas réellement d'échange, qu'il n'y a pas de circulation, qu'il n'y a pas de va-et-vient et qu'il y a un risque de perdre de la matière précieuse. Voilà, on a l'impression que quelquefois on a des fulgurances, on a des idées, des approches, une perception, et qu'en face, il n'y a pas ce qu'il faut pour un bon renvoi. Nous essayons toujours d'avoir le meilleur partenaire. Nous ne pouvons progresser dans notre rapport à la vie qu'à partir du moment où nous avons le partenaire qu'il nous faut, celui de notre niveau. Et cela n'est pas toujours n'est pas possible. En l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Donc je reviens sur la condition, je vais essayer d'être un peu plus structuré, mais je ne garantis rien. Je vérifie quand même que la caméra enregistre. La condition, le choix et le non-choix, par, par refus de choisir, par omission, par lâcheté, par ignorance. Souvent, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, qui deviennent, qui collaborent tous pour nous amener à là où nous sommes. Euh, comment dire, comment transmettre à l'autre notre désir, notre légitimité à tenir tel ou tel discours ou à nous réclamer de tel ou tel état, de telle ou telle condition, que la légitimité de notre volonté de vouloir accéder à une situation. Dans mon dire qui n'a pas été enregistré, je parlais de société de mérite. Et c'est vrai, dans cette république basée sur le mérite, depuis toujours, on produit des êtres qui sont capables de se surpasser pendant un moment donné. Et, et par ce sacrifice, ils accèdent à un statut privilégié. Ils deviennent l'élite de la nation. Et ceux qui n'ont pas les capacités de, de participer à cette compétition sont exclus. Voilà l'exclusion. Ce n'est pas
ce n'est pas une politique volontaire, mais le résultat est que cela produit des exclus en quantité. Il y a souvent, dans toute histoire de compétition, il y a beaucoup de vaincus, il y a peu de gagnants, peu d'élus. Ainsi, nous revenons sur cette idée religieuse des élus. Nous produisons des élus et qui, normalement, auront des places privilégiées auprès du pouvoir, d'une certaine façon. Parmi cette élite, on convoque certains pour accéder aux plus hautes fonctions de l'État, etc., etc. Notre époque nous permet de voir, nous qui avons été à l'école, à l'université, qui écoutons, lisons, parlons, nous voyons qu'il y a une variété dans les trajectoires de vie, qu'il y a une variété dans les statuts, dans les destins, etc. Si nous étions restés dans une sorte de structure agro-pastorale et dans laquelle les rôles seraient prédéterminés, ainsi beaucoup de producteurs et peu de lettrés, peu d'intellectuels, vu le rôle qu'il leur est confié dans ces sociétés, il n'est pas nécessaire d'en produire beaucoup. Nous sommes sortis de cette société, de cette organisation socio-économique. Et il y a une grande demande pour ceux qui font métier de leur savoir et de leurs compétences intellectuelles. Et nous nous posons la question, pourquoi serais-je celui-là qui aurait tel ou tel poste, tel ou tel statut, et pourquoi pas nous? Ainsi, nous nous sentons légitimes à occuper certaines fonctions. Même quand nous sommes en fait des êtres venus vivre à l'intérieur d'une société qui n'est pas notre société d'origine. Au bout d'un moment, nous nous sentons légitimes à occuper certaines fonctions. Ce qui joue contre nous, c'est le fond culturel qui est discriminant et un peu xénophobe et un peu néocolonial, pour dire les choses rapidement, qui n'accepte pas, qui n'encourage pas les autres à compétitionner sur un certain nombre de fonctions qui normalement seraient réservées aux nationaux purs et durs. Ainsi, il y a un temps de latence qui nous est fatal. Le temps que nous prenons pour essayer de prendre la décision. Souvent, nous perdons beaucoup de temps à savoir à quel univers nous appartenons. Et dans cet effort pour nous déterminer, pour nous construire une identité, nous sommes amenés à constater que nous n'avons pas pris le temps. Nous avons perdu le temps qui nous était imparti pour pouvoir prétendre à telle ou telle chose. Nous sommes faits de telle façon que nous avons de grandes chances, plutôt malchance, d'échouer. Si nous ne sommes pas scientifiques, de formation scientifique, que nous
que nous sommes juste des apprenants en sciences humaines, nous sommes en danger très, très, très certain de ne pas pouvoir compétitionner. Il y a très peu d'opportunités, ou alors il faut aller vers des niches qui elles-mêmes vont nous renvoyer vers nos origines. Un peu une niche à l'intérieur de la niche, sous-niche. Et évidemment, quand je parle de niche, je sais que cela est peu. Niche, c'est obligatoirement quelque chose de petit. Ça ne peut pas accepter tout le monde. Et puis, quel est l'intérêt de vouloir faire des études arabes quand on est en France? Je ne vois pas, ou islamique quand on est en France. Et voilà la question de la condition. Alors je reviens vers quelque chose de plus qui me dépasserait. Cette histoire de condition, le sujet ne m'échappe pas, là je suis un peu plus concentré que tout à l'heure, mais je me fatigue plus qu'autre chose. Évidemment, mon désir est d'être face à un contradicteur ou à une contradictrice. Et j'aurais adoré être en face de bourgeois, des gens qui me détesteraient, mais avec lesquels j'aurais eu une sorte de la possibilité de la confrontation, où j'aurais aimé être en face d'une agrégée ou d'un agrégé. Et je me serais battu contre lui avec mes armes et peut-être j'aurais essayé euh, d'acquérir autant de compétences que lui, ne serait-ce qu'au niveau langagier, au niveau argumentaire, au niveau intellectuel, pour essayer de me battre cette, cette idée de la bataille. Je retrouve un écho de quelque chose qui était dans l'ancien, qui ne s'est pas enregistré. L'idée, c'était, donc en parlant de la bataille et de la confrontation, je parlais de cette voie de la révolte. Donc quand ce questionnement, quand on se fait de façon récurrente, mais imprévisible, sur notre condition, à un moment donné, ça nous frappe. Nous arrivons en face de quelque chose, je parle de quelque chose de beaucoup de très concret, nous faisons un peu le tour de notre maisonnée, et puis nous voyons que nous sommes en manque de quelque chose, que nous avons un ustensile que nous voudrions peut-être changer, et quelque chose que nous trouvons que nous faisons un peu les choses un peu modestement, qu'il y a que nous sommes des modestes. Et, il y a nous sommes un peu exaspérés, un peu désolés pour cette modestie non volontaire. Et voilà, donc je disais, cette voie de la révolte. Et c'est ça que j'ai perdu dans l'enregistrement qui ne s'est pas fait. La révolte, il y avait c'était les hormones, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait un fort potentiel de révolte, de rébellion et de volonté de combattre et d'opposition et opposition, confrontation. Euh, il y a ce désir ou cette force qui, qui nous faisait, qui nous rendait, aptes à tenir des discours forts et à réclamer des choses, à réclamer justice, à réclamer des tas de choses fortes. Mais cette voie de la révolte, elle est devenue tellement, elle est presque, elle est devenue inaudible. Elle est, elle elle est devenue tellement ténue que elle n'est plus
audible. Là, je reprends des termes que j'avais utilisés tout à l'heure, au maximum, donc je me répète d'une certaine façon. Cette, la révolte, elle peut être de plusieurs niveaux, plusieurs intensités. Elle n'est plus capable, comment dire, le désir de révolte ne survit même pas quelques millièmes de seconde. Il est, il est plus que mort-né. Il n'existe comme un vestige, mais tellement ténu, tellement impalpable que ça n'a aucune répercussion sur le vécu. Je fais un pas de plus et mon désir de révolte ou de revanche est parti, c'est dissipé. Et je réaccepte, je me réengage dans un processus d'acceptation. Et l'ustensile que je ne voulais plus utiliser, je le réutilise. Et les petits arrangements, les petites économies que je fais, je les refais. De nouveau, je suis celui qui fait des économies au détriment de lui-même, qui essaie, de moins vivre pour pouvoir vivre. C'est cela la question. Mais mon idée de parler de la condition est de témoigner et de dire mon respect. Et tout à l'heure, je pense, je ne sais pas si j'ai parlé dans le premier enregistrement, celui qui ne s'est pas fait, de l'éthique de responsabilité. J'avais une très haute idée de moi-même, je me voyais faisant des choses pour les autres, être à l'origine de mouvements sociaux, qui seraient à même de produire des bouleversements pour essayer de faire naître une société la moins déséquilibrée possible, la moins injuste possible, etc., etc. Je tiens à saluer de façon évidemment virtuelle tous ceux qui sont dans, euh, dans une situation qu'ils n'ont jamais acceptée, qu'ils n'ont jamais désirée. Ainsi, on se retrouve à faire des choses et à faire des métiers, alors que notre moi intérieur est tout à fait absent. Il y a une négation de soi-même, un déni presque de sa propre personne, de ses aspirations, de ses rêves, de la moindre des choses qui on ne s'appartient pas dans ce qu'on fait. Les autres nous acceptent tels que nous apparaissons. Il, il n'y a pour eux presque aucun problème. Ils ne voient pas le côté révoltant, le côté inhabituel, le côté inacceptable de la chose. Ils voient qu'il y a quelqu'un qui offre un service, et voilà, et on interagit avec lui à partir de cette donnée, et puis le reste, ce n'est pas de propos. Voilà un peu la question, et c'est donc cette histoire de conditions, c'est quelque chose qu'il faut gérer avec soi-même. Et c'est laisser à la propre estimation, à sa propre estimation, et qu'on soit dans l'acceptation, qu'on soit dans le déni, qu'on soit dans le refus total ou pas, cela nous, de, ne pourrait que nous concerner à nous-mêmes et pas les autres. Euh, Beaucoup de sociétés autres que la nôtre connaissent des situations individuelles et collectives très, 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 au-delà de toute description.
il y a des individus qui vivent dans la précarité la plus totale de façon permanente. Il y a des enfants qui perdent tout ce qui fait, euh, tout ce qui est la, comment dire, l'assise pour pouvoir se développer normalement. Il y a des situations injustes et révoltantes et tout à fait condamnables, mais le monde est tel qu'il est. Il y a des gens qui travaillent pour atténuer les traumatismes et les difficultés, la, mais ils ne peuvent pas aider tout le monde. Il y a un besoin, peut-être, je ne sais pas si j'en ai parlé, donc dans cette optique de l'éthique de responsabilité, il y a un besoin que chacun d'entre nous, où qu'il soit, surtout quand il a quelques moyens, il y a un besoin, il y a un devoir de s'occuper des autres. Euh, Évidemment, quelquefois, on développe une certaine idée de l'humain, une idée relative, on relativise beaucoup les choses et on estime que euh, qu'il y aurait peut-être une sorte de euh, j'allais dire que chacun est en fait comme quelqu'un a dit, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et d'une certaine façon, il y aurait une sorte de... Je n'ai pas trouvé le terme, mais qui est en relation avec le bouddhisme ou l'hindouisme, je ne sais plus quoi. Il y aurait comme... au-delà de l'individu, bah, il faut voir au-delà de l'individu, que la souffrance individuelle n'est qu'en fait qu'une a priori n'est pas si euh, atroce que cela. On pourrait imaginer comme quelqu'un qui perd un membre et il arrive à utiliser d'autres membres pour pouvoir vivre. Ainsi, ces gens qui écrivent avec les pieds, avec les doigts du pied, nous pouvons ainsi ceux qui n'ont pas l'aisance matérielle, qui souffrent dans leur corps, peut-être qui sont plus heureux parce qu'ils sont dans une société d'entraide, de solidarité, parce ils sont malgré tout dans leur environnement. Nous pouvons, nous pouvons essayer par plein d'arguments, par plein d'approches, de nous, de nous sentir pas concernés par ce qui arrive à certains de nos semblables. Je doute que nous pouvons tenir longtemps avec des arguments d'extériorité. Nous ne sommes pas extérieurs à ce qui arrive à nos semblables. Nous ne sommes même pas extérieurs à ce qui arrive à nos dissemblables, à ceux qui ne nous ressemblent pas. Là où il y a souffrance, nous pensons que cela n'est pas normal. Il n'y a pas. Et la souffrance est quelque chose qui ne doit pas être toléré, qui ne doit pas être toléré. Voilà un peu cette histoire de conditions. Évidemment, dans cet exercice, après le petit problème technique ou la mauvaise manipulation, je me retrouve à reprendre le cours de l'essai. Ce n'est pas la même dynamique, ça, c'est un peu différent, mais c'est juste pour ne pas lâcher. C'est pas parce que j'ai une contrariété que je dois lâcher quelque chose. Et là, dans ce fatras de paroles, dans ce fatras
de propositions et d'idées et des choses. Il faut essayer de voir qu'il n'y a rien de normal a priori, il n'y a pas de normalité dans certaines situations. C'est plutôt, il faut prendre les choses à l'envers, considérer qu'un être n'est pas ce qu'il paraît. De premier abord, un être n'est pas ce qu'il fait, ni même quelquefois ce qu'il pense. Un être est par essence complexe, mais aussi très multiple. Et, et ce qui n'a pas, sa valeur ne tient pas, encore même pas à ce qu'il pourrait dire, ou à ce qu'il pourrait faire de divers. Un être a droit, tout être a droit au respect de son potentiel. Et qu'il le réalise ou qu'il ne le réalise pas, il faudrait peut-être ne pas, comme on parle de mobilité à tout propos, on pourrait proposer aux gens d'être mobiles et ne pas les fixer dans quelque chose pour leur vie, toute une vie, une vie productive, qu'il faudrait leur offrir l'opportunité, la possibilité de s'évader, de s'extraire d'une condition, s'ils le souhaitent, évidemment. Voilà, hein, j'ai pas les moyens de sortir de ma condition actuellement. Je ne sais pas si j'en aurai dans l'avenir proche ou lointain. De toute façon, ces paroles, c'est des paroles pour témoigner. De... La parole est facile, la parole est aisée d'une certaine façon. C'est l'action qui est difficile, c'est le rapport avec l'extérieur, c'est le rapport avec l'autre qui est difficile. C'est comment réussir dans cette arène gigantesque, comment réussir le combat de sa vie ou les combats de sa vie, comment faire en sorte de rester debout quand vous êtes affaibli, quand vous êtes fragilisé, comment faire pour être en capacité d'être écouté, entendu par les autres, et d'être compris des autres. Alors quand vous êtes, à chaque fois que vous réalisez une interaction sociale, vous avez l'impression que vous y laissez quelque chose, que vous n'arrivez pas à exister face à l'autre, que vous n'arrivez pas à éveiller l'intérêt de l'autre, que vous n'arrivez pas à susciter sans, comment dire, ce que vous cherchez chez lui. C'est cette envie de faire œuvre commune, cette envie de faire ensemble. C'est là. Donc je suis toujours à parler tout seul, fuyant tout dialogue d'une certaine façon, après avoir essayé un maximum d'interaction sociale. Et j'avoue que je suis non pas repu, mais je suis là de ces échanges qui sont prévisibles d'une certaine façon. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont écrit et ont imaginé des situations dans lesquelles il y a des interactions sociales et j'aurais pu en faire pareil. On peut presque imaginer tout le déroulement d'une interaction. Mais quand on est comme cela, quand il n'y a plus de surprise, quand il n'y a plus d'intérêt à aller vers l'autre, c'est qu'il faut, à un moment donné, c'est vrai que nous avons peu de choix, nous avons peu de possibilités de sortir de nous-mêmes. Et quand quand vous avez une interaction, que l'autre, il est lui-même et rien d'autre, qu'il n'essaie pas de se surpasser, de se transcender, qu'il s'agit pour lui uniquement
d'exposer l'éventail de sa personne sans rien d'autre. Il faut qu'il y ait ce sentiment que cet instant de rencontre est un instant unique. Il faut le rendre unique, singulier, pertinent, novateur, créateur, créatif. Il faut le rendre... il faut arriver à se déstabiliser, il faut arriver à se mouvoir dans une interaction. Si on repart de l'interaction comme on y était venu, sans avoir, perçu, sans avoir rien perçu de différent, sans avoir apporté un nouvel éclairage sur soi-même. Je cherche chez l'autre à susciter en moi ce qui est de l'ordre de l'inconnu, ce qui est de l'ordre de l'inaccoutumé, ce qui est de l'ordre de l'inusité, ce qui est de l'ordre du surgissant, impossible à imaginer. L'unicité, l'instant, presque un instant originel, un instant non pas originel, mais un instant original dans toute la profondeur, dans toute sa profondeur, dans toute la mesure de ce terme. Pourquoi pas originel, oui. C'est comme si le monde, d'une certaine façon, pourquoi pas, c'est comme si on devait recréer le monde, partir de l'instant premier, originel, pour de nouveau aussi recréer, c'est ne pas faire comme avant. C'est peut-être utiliser des matériaux qui existent, mais pour faire une autre chose, une chose différente, une chose qui n'était pas connue auparavant. C'est là le côté originel, créateur, premier, primaire même. Et on sort pas des mots. Et malgré tout le désir qu'on a de faire différent, on est toujours dans les mots. Il y a les mots, les expressions qui entraînent d'autres expressions, qui entraînent un enchaînement de mots qui sont... Voilà, les mots sont dans la prévisibilité. Dès qu'on a recours aux mots, on est dans le prévisible, on n'est pas dans les différents. Quand j'utilise le mot original, originel, peut-être à la place d'original, beaucoup de gens sont dans cette situation-là. Souvent, on essaie de voir lequel est le mieux placé pour parler d'une situation. Il y a un instant d'hésitation, il y a un instant, il y a un laps de temps entre les deux propositions, et souvent on choisit le mot original parce que celui qui nous vient en premier c'est le mot originel, je ne sais pourquoi, mais nous sommes que devant deux propositions et après nous devons argumenter peut-être pour dire pourquoi nous avons fait tel ou tel choix, originel à la place d'original et l'inverse. Mais ce contexte de mots, ce train de mots, c'est les choses qui sont enfilées les unes dans les autres. Il empêche de s'évader, comme si quelqu'un veut transformer son corps, mais il reste avec le même aspect. Il peut changer, il peut introduire quelque chose au niveau de son visage. Il garde toujours l'essence de vue. Il faut bien qu'il puisse voir. Donc il ne va pas faire en sorte il va voir par ses pieds. Ou alors il va avoir un système visuel qui serait en dehors de son corps. Il garde le système visuel là où il est. Il garde le système auditif là où il est. Il peut changer au niveau... Il peut changer de couleur de l'iris. Il peut changer la forme de ses oreilles. Il ne change pas sa perception auditive. Il change peut-être la dimension de ses membres. Mais c'est tout. Et là, les mots, on peut essayer de sortir
d'innover, mais on reste dans cette conformité sémantique qui est toujours la même. Peu importe notre désir de faire original, de faire différent, de faire provoquant, de faire opposant, nous sommes dans la conformité. Voilà, et de là je rejoins l'idée de condition. Nous sommes dans cette condition de locuteur d'une d'un certain nombre de langues, et ces langues nous imposent leurs règles, nous imposent leur histoire, nous imposent leur rythme, leur et nous sommes il faudrait euh, pour que chaque personne, peut-être, il faudrait peut-être inventer, ajouter, chacun ajoute quelque chose à une langue, mais, mais comment? C'est comme si souvent on parle de cette... Nous avons peut-être cette capacité, mais elle est inactivée. Elle a peut-être été, elle nous a été ôtée, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que nous avions cette capacité à créer un autre système linguistique et en l'état actuel des choses, nous reproduisons. Nous sommes dans la reproduction, nous sommes dans la continuité, nous sommes dans l'héritage. Euh, je, je peux dire, si j'utilise le mot enfer, ça renvoie obligatoirement au même schéma mental, à la même perception, aux mêmes images. Je ne peux pas, je peux utiliser je vis un enfer, ça parle à tout le monde presque de la même façon. Et il faudrait dire mon enfer me plaît, mais même si on dit cela, on pourrait croire que nous aimons souffrir. Voilà. À partir du moment où je fais appel à ces catégories, l'enfer et le non-enfer, je ne fais rien de nouveau, je ne fais rien d'inhabituel. Et à chaque mot que j'utilise, je suis dans la contrainte. Je, suis, je ne suis pas moi. Je suis moi dans un contexte, dans une continuité. Je n'arrive pas à faire autrement. Voilà la condition, un peu une condition. Ça nous rappelle certaines impossibilités intellectuelles que nous avons aussi à aller au-delà de ce que nous percevons, nos perceptions. Euh, Certaines personnes commencent à s'atteler à ce travail, essayer de voir un peu comment se déroulent les schémas de perception mentaux, les choses qui interviennent dans ces opérations, euh, un peu voir un peu quel est, quels sont les mécanismes de tout cela. Et il y a juste que nous essayons de réfléchir. Or, je l'ai entendu quelque part, nous essayons de réfléchir hors sur quelque chose à partir d'une chose qui est déterminée. Nous ne pouvons pas réfléchir sur ce qui n'est pas nous, ce qui n'est pas contenu dans notre vision. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui nous est possible de percevoir. Parce que l'outil que nous utilisons, et c'est lui-même qui autorise, euh, telle ou telle idée, telle ou telle perception. Il autorise un certain nombre de perceptions et pas plus. Il est entre il, un grattoir, il permet de gratter.
il permet peut-être de couper, mais il ne permet pas il ne permet pas d'écraser quelque chose, ou alors il se casserait. Un grattoir, il n'est pas fait pour autre chose que ce pourquoi il a été façonné à l'origine. Je parle du grattoir préhistorique et proto-historique, etc. Ainsi, le cerveau est fait, nous empêche de percevoir. Et c'est cette difficulté de la condition de vivant, la condition de vivant en transformation, vivant avec des capacités qui ne sont pas fixes. Ça se modifie, ça connaît aussi un déclin et nous sommes attaqués ou nous sommes dans le déclin. Nous ne nous rendons pas toujours compte de notre état. Nous pourrions être déjà dans un affaiblissement cognitif, mais cela pourrait nous échapper pendant un certain temps parce que ce n'est pas toujours facile à percevoir. Ainsi, quand je veux parler, c'est j'utilise l'air qui est l'air ambiant, j'utilise l'organe qui est fait pour cela et, et je puise. Donc il y a la contrainte biologique, la contrainte physiologique, la contrainte environnementale, la contrainte sémantique, la contrainte symbolique. Il y a toutes sortes de contraintes, puis il y a la contrainte liée à l'humeur du moment et aussi à l'état physique qui fait que nous sommes plus en capacité euh, de verbaliser ou à un moment plus qu'à un autre. Ainsi, il y a cette condition qui est non pas la condition d'un être inférieur ou un être soumis à des lois divines ou autres, c'est un être qui a sa liberté, mais cette liberté, elle est aussi une certaine vue de l'esprit, elle n'est qu'une manière de traiter une réalité, une manière de la juger, une manière de la percevoir. Nous percevons une liberté là où peut-être il y a autre chose. Je ne peux pas utiliser le terme de contrainte parce que là je serais encore dans ce qui est prévisible. Là où il y a autre chose, il devrait exister la proposition qui me permettrait de sortir de cette contrainte, de toutes ces contraintes, c'est de dire qu'il y a du possible ailleurs, mais dans le possible, il y a aussi le non possible. Et que cela m'importe peu, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, ou qu'il y ait sans qu'il y ait, ou je ne sais pas quelle combinaison, ou quelle... Il n'est pas intéressant pour moi de savoir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, parce que cela a de l'importance sans avoir de l'importance, cela est extérieur à moi. Et ce qui est extérieur à moi n'a pas d'importance pour moi, d'une certaine façon. Peut-être ce qui c'est juste peut-être pour sortir encore une fois de cette histoire, de cet enfermement, peut-être qu'il faudrait dire qu'il faut se contenter de de petits moments de réalisation personnelle. Ainsi, quand on est en paix, l'espace d'un instant, même l'espace d'un instant, avec soi-même, quand on fait quelque chose qui nous contente, c'est aussi important que de savoir qu'il existe des choses dont on n'était pas au courant et qu'ils existent quelque part. Ça ou ça ou ça, ou je ne sais pas comment le nommer, c'est beaucoup plus important pour moi et beaucoup
plus primordial et beaucoup plus précieux. Mon rapport avec ce que je suis et ce qui m'entoure dans les médias qui est important. Tout cela, c'était pas prévisible, c'était juste parce que j'ai perdu l'enregistrement. Sinon, j'avais fini avec autre chose. Ben, c'est comme ça.